C'est parti pour une nouvelle étude de fonction d'une variable. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fonction définie par f de x égale sinus du nombre 2x moins 2 fois sinus x en suivant un plan bien précis. Nous allons commencer par déterminer l'ensemble de définitions de la fonction, puis ensuite nous allons essayer de réduire le domaine d'étude en allant regarder si la fonction ne serait pas paire, impaire ou périodique. Puis nous allons nous intéresser au tableau de variation de la fonction en utilisant la dérivée première de la fonction. On va enchaîner avec l'étude de la convexité de la fonction en s'appuyant sur la dérivée seconde de f. Et à partir des résultats, donc des points 3 et 4, on va s'intéresser aux tangentes aux points remarquables. Et après tout ça, on va essayer de tracer la courbe en tenant compte effectivement de tous les éléments précédents. Donc si à un moment dans la vidéo vous trouvez que les informations sont données de façon un peu trop rapide ou qu'il manque des éléments, je vous invite à aller regarder ma playlist éléments indispensables pour l'étude d'une fonction d'une variable, dans laquelle j'ai sûrement détaillé beaucoup plus chacun des éléments qui correspondent au point 1 jusqu'au point 5 de l'étude, du plan de l'étude d'une fonction. Donc passons maintenant à l'ensemble de définitions. Donc en fait la fonction elle est définie sur tout R, puisque ici on sait que sinus t est défini pour tout t dans R, donc aucun problème pour définir sinus du nombre de x moins 2 fois sinus x. Cette expression là est bien définie pour tout x dans R. Donc ça règle le point 1 ici. Donc maintenant on va s'attaquer au point 2, ce qui concerne donc la réduction du domaine d'étude. Donc comme on a un sinus dans l'expression de la fonction, eh bien on va aller montrer, on va au moins étudier la périodicité de la fonction. Donc étant donné que sinus est une fonction 2π périodique, ici on a notre sinus x ici, donc on va essayer de démontrer que f est périodique de période 2π. Donc pour cela, on va calculer f du nombre x plus 2π. Donc là je ne l'ai pas écrit, mais c'est évidemment ce calcul-là est fait pour n'importe quel x dans R. Et donc pour calculer f de x plus 2π, on prend l'expression de f de x et on remplace le x par x plus 2π. Donc ça nous donne cette expression-là, mais il faut bien faire attention, comme ici c'est 2 fois x, quand on remplace x par x plus 2π, il va falloir faire 2 fois toute l'expression x plus 2π. Donc il faut bien mettre les parenthèses rouges qui sont ici, et évidemment aussi ici il faut bien mettre les parenthèses rouges pour bien dire que le plus 2π, il est bien à l'intérieur du sinus. Maintenant, dans le premier sinus, on peut développer 2 fois ce qu'il y a dans les parenthèses rouges, donc ça nous fait sinus 2x plus 4π, moins 2 fois sinus de l'expression x plus 2π. Or, on sait que la fonction sinus, elle est 2π périodique, donc ça veut dire que pour tout t réel, on a sinus du nombre t plus 2π est égal à sinus t. Donc ici, en prenant t égale x, ça va permettre de régler le problème du deuxième sinus là qu'on a ici, qui est sinus x plus 2π. Et d'autre part, quand on a sinus de t plus 4π, comme 4π c'est 2π plus 2π, quand on applique deux fois le fait que la fonction soit périodique de période 2π, on voit que sinus de t plus 4π, c'est pareil que sinus t. Donc en appliquant ça avec t égale 2x, ça veut dire que sinus 2x plus 4π, c'est pareil que sinus du nombre 2x, et comme on disait, sinus entre parenthèses x plus 2π, c'est pareil que sinus x. Et donc finalement, on se rend compte que f de x plus 2π, on retrouve l'expression donnant f de x. Donc ça veut dire que pour tout x dans R, f de x plus 2π est égal à f de x, et ça traduit exactement le fait que f est une fonction 2π périodique. Donc maintenant qu'on a réglé ce problème-là, on va s'intéresser à la parité de la fonction, puisqu'on sait que la fonction sinus est impaire, et donc on peut se demander évidemment si la fonction f ne serait pas elle aussi impaire. Donc pour faire l'étude de la parité, on part avec f de moins x, là encore je l'ai pas écrit mais c'est sous-entendu pour tout x dans R, on calcule f de moins x. Donc on remplace x ici dans l'expression de f de x, on le remplace par moins x. Donc ça nous donne cette expression-là, 2 fois moins x ça fait moins 2x, et donc on se retrouve avec l'expression qui est ici. Donc en gros, dans les deux sinus, il y a un moins à gérer, mais on sait donc que la fonction sinus est impaire, donc pour tout réel t, on a sinus du nombre moins t qui vaut moins sinus t,
Donc en appliquant cette égalité-là à t égale 2x, puis après avec t égale x, ça nous permet de gérer les deux sinus qu'on a ici dans l'expression de f de moins x. Ça nous donne donc moins sinus 2x, plus 2 fois sinus x. Donc ici, on retrouve pas f de x, par contre on se rend compte qu'il y a, au signe près, là, on se rend compte que ça redonne f de x. Donc précisément, on va factoriser par moins 1 dans l'expression, donc ça fait moins, on ouvre la parenthèse que j'ai écrite ici en rouge, et on voit qu'il nous reste sinus 2x moins 2 sinus x pour fermer ici la parenthèse rouge. Et dans ce qu'il y a en rouge, justement dans les parenthèses rouges, on retrouve bien f de x, donc ça veut dire qu'on a retrouvé moins f de x. Donc comme pour tout x dans R, f de moins x est égal à moins f de x, ça veut dire que la fonction est impaire. Donc maintenant qu'on a à la fois le fait que la fonction est 2π périodique et que la fonction est impaire, on va pouvoir réduire le domaine d'étude. Donc le fait que la fonction soit 2π périodique, ça nous garantit qu'on peut étudier la fonction sur un intervalle de longueur 2π. Donc dans les intervalles de longueur 2π, il y en a un paquet. Donc on pourrait très bien choisir a priori l'intervalle 0, 2π ou π, 3π, etc. Mais ici, comme on anticipe le fait que la fonction est impaire, on sait qu'on va avoir la courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et donc comme elle va être symétrique par rapport à l'origine du repère, on va choisir comme intervalle de longueur 2π le seul intervalle qui est centré en 0. Et donc on va choisir l'intervalle moins π, π. Et de ce fait-là, le fait maintenant que la fonction est impaire, donc on sait que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère, et donc comme moins pi pi est justement centré en 0, et on peut à coup sûr réduire l'étude de f à l'intervalle 0 pi. Donc concrètement, ça veut dire que si on sait tracer la courbe sur l'intervalle 0 pi, quand on va appliquer la symétrie, donc c'est-à-dire quand on a le morceau de courbe entre 0 et pi, on va lui appliquer la symétrie par rapport à l'origine du repère, donc ça va nous permettre de récupérer un morceau de courbe qui va être entre moins pi et 0. Donc ça va nous donner toute la courbe sur moins pi pi. Et après, comme on aura l'intervalle sur moins pi pi, enfin on aura la courbe sur cet intervalle-là, qui lui est de longueur 2π, là on pourra appliquer le fait que la fonction est 2π périodique, et on n'aura plus qu'à reporter le motif que l'on a entre moins pi et pi, on n'aura qu'à le reporter à l'infini vers la droite et à l'infini vers la gauche pour récupérer toute la courbe. Donc là, si vraiment, avec ce que je viens d'expliquer là, ça ne vous suffit pas, allez jeter un œil sur les vidéos de la playlist éléments indispensables pour l'étude d'une fonction d'une variable. Évidemment, les vidéos qui portent sur les réductions du domaine d'étude. Et il y aura d'autres exemples plus clairs peut-être, avec l'appui de certaines courbes pour illustrer ça, et ça devrait vous aider à y voir encore plus clair dans cette affaire-là. Bien. Maintenant qu'on a réduit à 0π, on va s'intéresser à la dérivée première et au tableau de variation sur justement l'intervalle 0π. Donc pour commencer, on va aller calculer la dérivée. Donc pour calculer la dérivée, ici comme la fonction fait intervenir des sinus, il faut savoir dériver sinus d'une fonction u, et on sait que la dérivée de sinus d'une fonction u, c'est u' fois cosinus u. Donc on applique ça pour d'abord sinus 2x, donc ça va nous donner 2 cosinus 2x, et après pour moins 2 fois sinus x, donc moins 2 fois la dérivée de sinus x, qui fait moins 2 fois cosinus x. Donc dans cette expression-là, on peut mettre 2 en facteur, donc on commence par ça, et ensuite, comme on veut, pour après, en fait, pour dresser le tableau de variation, il va nous falloir le signe de la dérivée. Donc sous cette forme-là, la différence de 2 cosinus, c'est pas forcément si simple que ça à déterminer le signe de cette expression. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de transformer cette expression et la faire basculer en un produit d'expression. Donc pour cela, il faut se référer au formulaire de trigonométrie, dans lequel on peut trouver la formule cosinus p moins cosinus q égale moins 2 fois sinus de l'expression p plus q sur 2 fois sinus de p moins q sur 2. Et en appliquant ça ici, ça va nous donner, donc le 2 qu'on avait mis en facteur, on le bouge pas, il y a le moins 2 en produit, donc on remet ici, donc maintenant il va y avoir sinus du nombre p plus q sur 2, ici p c'est 2x, et q c'est x, donc 2x plus x ça fait 3x, donc ça va nous faire sinus 3x sur 2, et multiplié par sinus p moins q sur 2, donc ici c'est 2x moins x sur 2, donc ça va faire x sur 2, donc fois sinus x sur 2. Donc maintenant qu'on a cette expression-là, on a vraiment un produit d'expression, et pour étudier le signe, ce sera quand même nettement plus simple.
Donc maintenant, 2 fois moins 2, on peut quand même écrire que c'est moins 4, et donc moins 4 fois les deux sinus qu'on a obtenus ici. Donc compte tenu de cette expression-là, on va pouvoir plus facilement étudier le signe de f' de x. Donc pour cela, on se concentre d'abord sur x, donc qui est dans l'intervalle 0pi, c'est-à-dire qu'en fait on a 0 plus petit que x plus petit que pi. Et nous, comme on a un sinus x sur 2 ici, il faut avoir des informations sur x sur 2. Donc on va avoir x sur 2, donc en prenant x compris entre 0 et pi ici, pour avoir x sur 2, on divise par 2 tous les éléments de la double inégalité que l'on a là. Donc comme 2 est positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité, donc ça fait 0 sur 2, donc 0, inférieur ou égal à x sur 2, inférieur ou égal à pi sur 2. Donc maintenant, pour avoir des infos sur le sinus de x sur 2, on va s'appuyer sur un cercle trigo. Donc là, on a un nombre qui est x sur 2, mais le nombre, il est entre 0 et pi sur 2. Donc sur le cercle, on est ici dans le quart supérieur droit. Et quand on va calculer son sinus, obligatoirement, le sinus, ça va être l'ordonnée qu'on va lire ici. Donc forcément, si on a un angle qui va de 0 à pi sur 2, son sinus va forcément être ici sur l'axe des ordonnées, entre 0 et 1. Donc le sinus va forcément être positif. Donc c'est pour ça que le sinus de x sur 2, il est forcément supérieur ou égal à 0. Et on peut même remarquer qu'il va être égal à 0. Donc ici, ça va être égal à 0 quand le x sur 2 ici va être à 0. Donc quand x va être égal à 0. Ensuite, comme on a sinus 3x sur 2, il nous faut des informations sur 3x sur 2. Donc là, on a dit que x sur 2 était entre 0 et pi sur 2. Donc on peut multiplier chacun des termes de la double inégalité par 3. Donc ça va nous faire... Donc 3 étant positif, ça ne change toujours pas le sens de l'inéquation. Donc 0 fois 3, ça fait 0. Donc plus petit que 3x sur 2, plus petit que 3pi sur 2. Donc là, si on regarde sur le cercle trigo, on a un nombre, donc 3x sur 2, qui varie de 0 jusqu'à 3pi sur 2. Donc en fait, ça fait les 3 quarts du cercle, puisque ça va de 0, ça vient jusqu'à pi sur 2, puis ici jusqu'à pi, puis encore après ici jusqu'à 3pi sur 2. Donc la question maintenant, c'est que comment se comporte le sinus d'un nombre qui varie dans cette zone-là. Eh bien concrètement, quand le nombre va de 0 ici jusqu'à pi et qu'on est dans la partie supérieure du cercle trigo, le sinus, on va le lire ici sur l'axe des ordonnées bleues, là. Et donc quand l'angle est entre 0 et pi, eh bien le sinus va forcément être entre 0 et 1 ici sur l'axe des ordonnées. Donc il va être positif. En revanche, quand l'angle va basculer après pi, donc quand il va aller de pi jusqu'à ici en dessous, là, hop, jusqu'à 3pi sur 2, là, le sinus, on le lit ici dans la partie inférieure de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire sous l'axe des abscisses, et là, dans ce cas-là, le sinus est négatif. Autrement dit, le sinus de notre nombre 3x sur 2, il va être supérieur ou égal à 0 quand 3x sur 2 va se balader dans la partie supérieure du cercle. Donc quand 3x sur 2 va se balader entre 0 et pi. Donc maintenant que l'on connaît que 3x sur 2 est entre 0 et pi, il faut isoler x. Donc pour isoler x, on multiplie par 2 tiers, qui est d'ailleurs positif, et donc on multiplie par 2 tiers tous les membres de la double inégalité ici. Donc comme 2 tiers est positif, ça change pas le sens de l'inégalité, donc on va avoir 0 fois 2 tiers, donc 0, 2 tiers fois 3x sur 2 qui va nous donner x, et 2 tiers fois pi qui nous fait 2pi sur 3. Autrement dit, on est sûr que le sinus de 3x sur 2, il va être supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est compris entre 0 et 2pi sur 3. Donc là maintenant, on maîtrise le signe de sinus x sur 2, on maîtrise le signe de sinus 3x sur 2, donc on va pouvoir maîtriser le signe de f' de x. Donc pour cela, on fait un tableau de signes. Donc on a les 3 facteurs ici, moins 4 sinus x sur 2 et sinus 3x sur 2. Donc là, on sait que 2pi sur 3 va jouer un rôle dans le tableau, donc on le place. Et donc pour moins 4, bon ça évidemment ce sera tout le temps négatif, donc ça pas de problème. Sinus x sur 2, on a dit qu'il était tout le temps supérieur ou égal à 0, mais en étant égal à 0 quand x vaut 0. Donc quand x vaut 0, on sait que ça vaut 0, et pour le reste, il est tout le temps positif, d'après ce qu'on avait dit tout à l'heure ici. Et maintenant pour le sinus 3x sur 2, donc on sait qu'il est positif ou nul si et seulement si x est entre 0 et 2pi sur 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà il est nul le sinus quand x vaut 0 ou quand x vaut 2pi sur 3. Et donc entre 0 et 2pi sur 3, donc ici dans cette zone-là, eh ben on va avoir un signe plus, et après de 2pi sur 3 à pi, on va avoir le signe moins. Donc pour le signe de la dérivée, alors déjà,
on regarde où est-ce que un des facteurs s'annule ici et là, donc la dérivée va s'annuler aussi en 0 et en 2π/3. Et maintenant, entre 0 et 2π/3, la dérivée, ça va être un nombre négatif multiplié par un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça va nous faire un nombre négatif. Tandis que lorsque x est entre 2π/3 et π, on va avoir un nombre négatif multiplié par un nombre positif multiplié par un nombre négatif, donc ça va nous faire un nombre positif. Donc là, on a le signe de la dérivée, donc on va pouvoir en déduire les variations de f. Donc là, comme la dérivée est négative, ça nous fait une fonction décroissante, puis là, c'est positif, donc fonction croissante. Donc on va aller déterminer les valeurs au bout des flèches. Donc en 0, on va avoir f de 0 qui fait intervenir sinus 0, là, deux fois, enfin à ce niveau-là et à ce niveau-là, mais sinus 0 étant égal à 0, pas de problème, f de 0 vaut 0. Pour f de 2π/3 qu'on va essayer de calculer ici, il faut faire le calcul à part, donc on remplace x par 2π/3, donc ça va nous faire sinus ici 4π/3, moins 2 fois sinus 2π/3. Donc pour lire les informations du sinus 4π/3 ou du sinus 2π/3, on s'appuie encore sur le cercle trigo. Donc ici on a π/3, ici 2π/3, donc ici 3π/3, c'est-à-dire pi, et donc encore une fois de plus pour arriver à 4π/3, c'est-à-dire qu'il est ici au même endroit que moins 2π/3. Son sinus, c'est ce qu'on lit ici sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Pardon. Donc ça nous fait d'abord moins racine de 3 sur 2 pour le sinus 4π/3. Maintenant, il faut aller chercher la valeur de sinus 2π/3. 2π/3, il est ici. Son sinus, c'est sur l'axe des ordonnées. Ça vaut racine de 3 sur 2. Donc ça nous fait moins 2 fois racine de 3 sur 2. Et moins racine de 3 sur 2, moins 2 fois racine de 3 sur 2, ça fait moins 1, moins 2, là ça fait moins 3 racine de 3 sur 2. Ce qu'on peut mettre ici dans le tableau de variation de la fonction f. Et enfin, f de pi qu'il faut calculer ici. Donc là, de toute façon, on a sinus 2 fois pi qui fait 0, et là on va avoir sinus pi qui intervient, qui vaut 0 aussi, donc ça veut dire que f de pi est égal à 0. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a donc le tableau de variation, donc c'est déjà une première info des plus essentielles si on veut pour faire le tracé à la fin de la vidéo, mais avant ça, on va aller chercher d'autres informations. Alors a priori, faudrait aller chercher maintenant, d'après le plan que j'avais évoqué en début de vidéo, faudrait aller faire la dérivée seconde et la convexité. Donc là, j'ai décidé dans la vidéo là de mettre l'étude de la convexité dans un bonus, parce que pour réussir à faire cette étude de convexité, il faut connaître la fonction arc cosinus. Alors selon à quel moment vous regardez cette vidéo-là, c'est-à-dire que si vous êtes au lycée ou en début de première année GMP, vous n'avez pas encore vu la fonction arc cosinus. Et donc il n'y aurait pas de raison d'aller faire l'étude ici de la convexité. En revanche, si vous avez déjà vu la fonction arc cosinus, et bien là, en fait, vous trouverez vraiment le détail de l'étude de la convexité tout à la fin. Donc comme ça permet de faire une vidéo qui est également au niveau même lycée, en zappant, si on veut, cette étude de convexité. Bref, on oublie donc la convexité momentanément, et donc on va s'intéresser maintenant aux tangentes de quelques points remarquables. Donc là pour l'instant, donc comme on a fait que le tableau de variation, les points remarquables c'est les points qui apparaissent en fait dans le tableau de variation. Donc il y aura le point d'abscisse 0, le point d'abscisse de π/3 et le point d'abscisse pi. Donc pour commencer, je rappelle la formule générale de l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. C'est donc y égale f' de petit a fois entre parenthèses x moins a plus f de a. Donc ce qui se passe à la fois au point d'abscisse 0 et au point d'abscisse de π/3, c'est que la dérivée est nulle. Donc dans une tangente, ici de l'équation de la tangente, si la dérivée est nulle, ça veut dire qu'y égale 0 fois x moins a plus f de a, donc il reste juste y égale f de a. Donc ça veut dire que ça dépend pas de x, c'est y égale une constante, quoi. Ça veut dire que la tangente est horizontale. Donc c'est pour ça que on a tangente horizontale au point d'abscisse 0 et tangente horizontale au point d'abscisse de π/3. Donc là, il va falloir travailler un peu plus, c'est au point d'abscisse pi. Donc là, on va aller regarder précisément ce que nous raconte la formule générale de l'équation de la tangente. Donc ça nous fait y égale f' de pi fois entre parenthèses x moins pi plus f de pi. Donc on va aller faire les calculs. Donc on commence par f' de pi.
Donc f' de x est donné ici, donc on remplace, donc on peut prendre soit la première écriture, soit la deuxième, là je vais prendre la première, donc on remplace x par pi, donc on va avoir ici cosinus 2pi, donc cosinus du nombre 2pi, on peut s'appuyer sur le cercle trigo, mais ça fait 1, et puis moins cosinus pi, et cosinus pi, quand on lit sur le cercle trigo, ça fait moins 1, donc ça fait 1 moins, entre parenthèses, moins 1, donc 1 plus 1, 2, fois le 2 qui est devant, ça fait 4. Donc on a f' de pi qui vaut 4, donc fois x moins pi, et on ajoute maintenant encore f de pi. Donc f de pi, on le calcule avec le f de x qu'on a ici, donc on remplace x par pi, sinus de pi, ça fait 0, et ici on a sinus du nombre 2 fois pi, ça fait 0, et ici c'est sinus pi qui fait 0 aussi. Bon, de toute façon on l'avait déjà calculé dans le tableau, f de pi ça valait 0. Donc ici plus 0. Donc ça nous donne y égale 4 fois entre parenthèses x moins pi, que l'on peut aussi écrire en développant y égale 4x moins 4pi. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations-là, on va pouvoir aller tracer la courbe sur l'intervalle 0pi. Donc on va s'appuyer sur le tableau de variation et sur les tangentes qu'on a déterminées. Donc pour commencer, on trace un repère, et on va commencer évidemment par placer les points remarquables, donc le point d'abscisse 0 qui a pour ordonnée 0, le point en fait de coordonnées 2pi sur 3 moins 3 racine de 3 sur 2, et le point de coordonnées pi 0. Donc ça nous fait les 3 points rouges qui sont ici. Ensuite, comme on a les tangentes, on va tout de suite les tracer. Donc tangente horizontale en 0, donc on met comme ça, là, comme d'habitude, la double flèche horizontale comme ça. En 2pi sur 3, pareil. Et ensuite, on peut tracer la tangente d'équation y égale 4x moins 4pi, là, pour le point rouge qu'on a ici. Et donc là, on sait que ça va forcément passer par ce point-là, donc on trouve on prend une autre valeur de x, presque au hasard, on pourrait presque prendre x égale 0, ça ferait y égale moins 4pi, ça fait le point de coordonnées 0 moins 4pi. Hop, on place ça ici, on fait le tracé, et on a la tangente ici au point d'abscisse pi. Donc maintenant, comme on n'a pas l'étude de convexité, de toute façon, on s'appuie uniquement sur le tableau de variation. Donc entre les deux premiers points rouges qu'on a ici, la fonction, on sait qu'elle est décroissante, donc il faut faire une fonction qui est décroissante, mais en respectant les deux tangentes horizontales. Donc quand on va partir du point rouge ici, donc à l'origine, il faut vraiment partir le long de la droite, enfin le long de l'axe des abscisses pour respecter la tangente, puis on va descendre, et on va pas descendre n'importe comment, puisqu'il faut arriver sur une tangente horizontale, donc il va falloir arriver en suivant aussi, en respectant en fait la tangente horizontale, ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Et ensuite, la fonction va être croissante du point rouge qu'on a ici jusqu'à celui-là, on respecte également les tangentes, et ça va nous faire quelque chose comme ça. Donc pour la petite histoire, on a ici le point vert, qui est le point où il y a le changement de convexité. Donc l'abscisse du point vert ici va être déterminée dans le bonus qui viendra un peu plus tard, et qui sera en fin de vidéo. Mais mine de rien, on va pouvoir quand même aller le déterminer. Bref, maintenant avec ça, on a le bout de courbe de la fonction qui est sur 0pi, donc maintenant il faut aller chercher le tracé de la courbe sur carrément tout R. Donc sur tout R, comment on va procéder? On va utiliser d'abord le fait que la fonction est impaire. Donc comme elle est impaire, on sait que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc on va faire la symétrie du tracé rouge qu'on a ici par rapport à l'origine. Ça nous donne ce tracé bleu. Donc ça nous donne maintenant la courbe en fait entre moins pi et pi. Et comme moins pi, c'est un intervalle de longueur de pi, eh bien on a le motif, si on veut, de la courbe sur une longueur de période, puisqu'on avait vu que la fonction était périodique de période de pi. Donc maintenant, pour récupérer le reste de la courbe, c'est propre aux fonctions périodiques, il suffit de décaler ce morceau-là vers la droite à l'infini et vers la gauche à l'infini. Donc si on le décale une première fois, ça nous fait le morceau vert qu'on a ici, on décale encore le morceau vert vers la droite, donc ça fait cette partie-là qui a été coupée parce que pour manque de place, et on fait pareil côté gauche, donc ça nous fait ça, puis cela, et donc globalement, on a toute la courbe sur R. Donc voilà pour ce qui est de l'étude de la fonction, qui est quand même plutôt complète, même si on a laissé de côté la convexité. Donc maintenant, intéressons-nous avec ce bonus à l'étude de la convexité, en s'appuyant donc sur le calcul de la dérivée seconde. Donc pour le calcul de la dérivée seconde, on va prendre la première formule qui donne f' de x, et non pas la deuxième. Donc c'est à partir de la première qu'on va travailler. Donc on a f' de x
qui vaut 2 fois quelque chose, donc la dérivée seconde, ça va être 2 fois la dérivée en fait de ce qu'on a ici dans les parenthèses. Donc comme ici il y a des cosinus, il faut savoir dériver cosinus d'une fonction u qui donne moins u' fois sinus u. Donc on applique ça à cos 2x, ça va donc de faire moins 2 sinus 2x, et on l'applique après à moins cos x, donc ça fait moins la dérivée de cos x, donc ça fait moins la dérivée de cos x qui vaut moins sinus x, donc ça fait moins entre parenthèses moins sinus x, donc ça va faire plus sinus x. Donc dans cette expression-là, maintenant, on voit apparaître un sinus 2x, et sinus 2x, on sait, c'est une formule de Trigo, ça vaut 2 fois sinus x cos x. Donc on va remplacer ça ici, donc il y a moins 2 fois 2 sinus x cos x. Donc ça va nous faire moins 4 sinus x cos x. Sauf que ce qu'on a dans les parenthèses ici, on voit qu'on peut mettre sinus x en facteur. Donc ça va nous faire 2 fois sinus x fois, donc, entre parenthèses, 1 moins 4 cosinus x. Donc là, j'aurais pu mettre moins 4 cos x plus 1, mais j'ai préféré mettre dans l'ordre suivant, c'est-à-dire dans l'ordre 1 moins 4 cos x, qui donne évidemment la même chose. Là, maintenant, on a la dérivée seconde sous la forme d'un produit, et donc comme on sait que l'étude de la convexité repose sur l'étude du signe de la dérivée seconde, eh ben, il vaut mieux avoir la dérivée seconde sous la forme d'un produit. Donc c'est pour ça que là, on est quand même bien armé pour aller faire l'étude de la convexité. Donc pour la convexité, il nous faut le signe de la dérivée seconde sur 0π, puisqu'on est toujours sur l'intervalle où on avait réduit le domaine d'étude. Donc là-dessus, on va faire un tableau de signes, pas un tableau de variation, ici c'est juste un tableau de signes. Donc 2 étant tout le temps positif, je l'écris même pas là comme pour une ligne dans le tableau de signes, donc je mets juste sinus x pour une ligne, et une autre ligne pour 1 moins 4 cos x. Donc maintenant, pour trouver le signe de sinus x, on s'appuie encore sur le cercle Trigo. Donc comme x est entre 0 et pi, ça veut dire qu'on a un angle qui se balade sur la partie supérieure du cercle Trigo. Donc le sinus x, il va être égal à 0 quand x vaut 0 ou quand x vaut pi. Et par contre, entre les deux, comme on va être dans la partie supérieure, le sinus on le lit ici sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, pardon, et donc on va bien avoir un nombre qui est forcément positif sur l'axe des ordonnées. Donc on a le sinus x qui s'annule en 0 et en pi, et qui est positif entre les deux. Pour ce qui est de 1 moins 4 cos x, il faut se demander quand est-ce qu'il va être supérieur ou égal à 0, puisqu'on cherche à déterminer son signe, on va résoudre quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc en ajoutant 4 cos x des deux côtés, on va récupérer 1 qui est supérieur ou égal à 4 cos x. Donc comme c'est une addition, on ne change pas le sens de l'inégalité. Ensuite, pour isoler cos x, on va diviser par 4 des deux côtés, mais comme 4 est positif, ça va pas changer le sens de l'inégalité, donc ça va nous faire 1 quart supérieur ou égal à cos x. Donc moi je préfère écrire non pas 1 quart supérieur à cos x, mais cos x inférieur ou égal à 1 quart, ce qui veut exactement dire la même chose. Et là maintenant, on va lire sur le cercle Trigo, où est-ce qu'on voit cosinus x inférieur ou égal à 1 quart. Donc où est-ce qu'on voit que le cosinus x est égal à 1 quart? Il faut déjà voir 1 quart sur l'axe des abscisses, donc ici. Donc c'est 1 demi étant là, 1 quart c'est la moitié de 1 demi, donc on se retrouve ici. Donc maintenant ça veut dire que le x pour lequel, ou les x pour lesquels le cosinus x est égal à 1 quart, ce serait soit au-dessus, là, il faudrait aller chercher donc ici, la valeur sur le cercle qui est ici au-dessus, et ça pourrait être aussi en dessous. Sauf que ici, comme on travaille sur 0π, on travaille uniquement sur la partie supérieure ici du cercle Trigo, qui est comprise entre 0 et pi. Et précisément, parce qu'on travaille sur 0π, le nombre que l'on récupère ici au-dessus, c'est exactement le nombre arccosinus du nombre 1 quart. Donc maintenant, lorsque x se balade entre 0 et pi, quand est-ce que le cosinus x maintenant n'est plus égal à 1 quart, mais inférieur ou égal à 1 quart? Eh bien, quand on regarde, quand x va de 0 jusqu'à arccos 1 quart, son cosinus, on le lit ici en dessous, donc quand on descend, on va se retrouver entre 1 quart et 1. Donc le cosinus va être plus grand que 1 quart. En revanche, quand on va dépasser sur le cercle arccos 1 quart, donc quand on va dépasser arccos 1 quart et qu'on va aller ici jusqu'à pi, et lorsqu'on va lire le cosinus, on va lire ici le cosinus sur l'axe des abscisses. Et donc on va lire le cosinus ici entre moins 1 et 1 quart. Donc on aura bien le cosinus x qui sera inférieur ou égal à 1 quart. Autrement dit, le cosinus x inférieur ou égal à 1 quart, si et seulement si l'angle x est ici entre arccos 1 quart et pi. Ce qui revient à dire qu'on a 1 moins 4 cos x supérieur ou égal à 0, si et seulement si
arc cos 1 quart inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à pi. Et donc si on représente ça en fait dans notre tableau de signes, bah, il faut placer arc cos 1 quart dans la première ligne, enfin sur la première ligne. Donc en arc cos 1 quart, 1 moins 4 cos x vaut 0. Et donc comme on a dit, quand x va de arc cos 1 quart jusqu'à pi, c'est-à-dire qu'on est ici partie droite sur le tableau de signes, et ben le 1 moins 4 cos x, il va être positif. Donc là, on met un plus, et donc forcément un moins à gauche. Et donc là maintenant, on est en mesure de trouver le signe de f seconde de x. Donc on regarde là où les différents facteurs s'annulent. Donc comme il y avait le sinus x qui s'annulait ici et là, et que le 1 moins 4 cos x s'annule ici, ben c'est-à-dire qu'f seconde de x s'annule aux trois valeurs concernées là, qu'on a dans le tableau là. Et ensuite, pour par exemple ici, quand x est entre 0 et arc cos 1 quart, on a un nombre positif multiplié par un nombre négatif, bon multiplié par 2, mais qui est positif, ça va bien faire un nombre négatif. Et là encore, 2 qui est positif, multiplié par un nombre positif, puis multiplié par un nombre positif, ça fera un nombre positif. Donc là maintenant, on est bien parti pour trouver pour déterminer la convexité de la fonction. Je rappelle que f est convexe sur un intervalle si et seulement si la dérivée seconde est positive ou nulle sur cet intervalle. Donc ici f seconde de x, on voit qu'elle est positive ou nulle lorsqu'on va de arc cos 1 quart jusqu'à pi. Donc ça veut dire que la fonction est convexe sur l'intervalle arc cos 1 quart fermé jusqu'à pi fermé. Donc maintenant qu'on a ça, on peut justement revenir au tracé de la courbe qu'on avait effectuée précédemment dans la vidéo. Donc on avait trouvé cette courbe-là, et j'avais dit justement qu'au point vert, ici, on avait le changement de convexité. Eh bien, le point vert, en fait, son abscisse ici, c'est précisément arc cosinus de 1 quart. Donc quand on regarde ici le cercle trigo, on voit que arc cos de 1 quart, c'est un nombre qui est là entre pi sur 3 et pi sur 2. Donc ici, en fait, sur l'axe des abscisses, on voit justement que l'abscisse du point vert, là, c'est quelque part entre à peu près ici pi sur 3 et pi sur 2, donc ça respecte à peu près ce que je disais. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est que comme la fonction est convexe sur arc cos 1 quart jusqu'à pi, donc ça veut dire que là, en fait, c'est à droite du point vert qu'on a une fonction qui est convexe, c'est bien le cas, on a une fonction qui est tournée comme un U, avec la courbe qui est située sous ces tangentes, tandis que avant le point vert, on a donc une fonction qui est concave, tournée comme un U à l'envers, si on veut, avec les tangentes qui sont au-dessus de la courbe. Et voilà, ceci termine notre étude de fonctions, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.